Oui. Ça, c'est pas la bonne. Alors, il faut mettre la caméra peut-être dans le bon sens. Oui, ça démarre. Non, c'est là. Hein. Non, c'est là. C'est là. En fait, il faut que tu tournes le sol. Et après, le sol vers toi. Ah bah ouais, c'est Fanny. Attention, Phil. Voilà. Non, c'est là. Elle est allumée, la caméra, incroyable. Ah, ça y est. Ça y est. Allez, il est 20h30, on attaque. Alors, ce soir, c'est une première, à ma connaissance. On fait un conseil municipal dans la salle des fêtes, que je n'aurais pas connu, cette salle des fêtes. Donc, on fait un conseil ici pour permettre d'espacer un maximum. On est privé de public ce soir, puisque les consignes nous imposent de faire à huis clos et nous imposent également de filmer, d'où la présence d'une caméra à l'avant. Pour ceux qui susceptibles de regarder. Pour info, on a fait passer, dès qu'on a eu le lien sur le blog, éventuellement quelques personnes peuvent rejoindre et écouter en direct. C'est du Zoom, ce qui veut dire qu'il y aura des décrochages, des 45 minutes, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Du coup, s'il y a décrochage, alors je ne sais pas comment ça va se remettre en route, parce qu'on n'a jamais pu tester ça ici. On a des moyens un petit peu limités et on a peu de temps pour le mettre en œuvre. Donc, si jamais il y a un souci, peut-être qu'on renverra via le blog un nouveau lien pour retrouver une connexion. On essaie d'enregistrer également, mais c'est pareil, comme c'est fait en même temps que tient le conseil, il n'y a pas de garantie que l'enregistrement soit de qualité et permette d'être envoyé correctement, y compris à cause peut-être du volume. On verra si on est capable de le faire, on le mettra en lien. Enfin voilà comment les choses se mettent en place. En tout cas, le quorum est atteint et on va pouvoir tenir un conseil municipal normal. Je rappelle que c'est Laurent Lebrun qui est le secrétaire de séance, alors quelqu'un d'autre souhaite faire le compte rendu. Non, c'est bon. Vous avez tous eu connaissance de l'ordre du jour. A priori, je n'ai pas de modification de départ. Je ne me rappelle pas, c'est bon. Il y a eu deux pouvoirs. Il y a Lucie qui a donné un pouvoir à François et puis Isabelle Nury qui a donné un pouvoir à Sylvain. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Alors, du coup, le quorum est atteint, on peut commencer. La première chose, je vous propose de passer à l'approbation du compte-rendu de la dernière fois. C'est le conseil municipal du 8 octobre. Alors, est-ce que vous avez des observations sur ce compte-rendu? Non, c'est bon? Ouais. S'il n'y en a pas, je vous propose de le mettre au voix. Quelqu'un est contre, s'abstient, et bien je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire prises en application de ces délégations. Je n'ai pris aucune décision qui n'avait pas été autorisée par le Conseil. Donc il n'y a pas de décision de ce côté-là. Je vous propose d'attaquer dans l'ordre de l'ordre du jour. Le premier point, demande de subvention région pour l'installation de pods. Alors, je sais qui c'est moi. Oui. Alors, on en a déjà parlé, il me semble, ici. Le projet, c'est d'installer alors, c'est pareil. Alors, je suis désolé. Bonjour. Mais le conseil est à huis clos pour cause de raisons sanitaires. Et si vous allez sur le blog, vous aurez un lien qui vous permet de le suivre à distance. Ok, très bien. Voilà, désolé.
C'est une bonne réunion. Merci de vous déplacer. J'espère que ça va fonctionner. Normalement, sur le blog, vous trouverez le lien. Ok. Voilà. J'ai pas bien regardé. Alors. Non, mais il n'y a pas de souci. Bonsoir. L'objectif, c'est d'installer des habitats un peu plus solides. Donc, les pods, c'est des petites constructions en bois qui sont ou pas équipées de quelques facilités en termes d'eau et d'électricité. Alors, on a droit à un certain nombre d'aides pour réaliser ce type d'investissement, notamment de la région qui essaye d'équiper les voies qui permettent de traverser la région en vélo. Et comme on est à moins de 5 km du col de Porte par lequel transitent notamment les routes du Soleil et d'autres voies, on a droit à cette subvention. Donc, le principe, comme pour chaque subvention, c'est qu'on doit, le conseil doit autoriser le maire à demander la subvention. Donc, c'est l'objet de la délibération. À chaque fois, on essaye de demander de faire quelques devis au préalable pour construire le projet en termes de dimensionnement et de financement. À ce stade, le projet n'est pas arrêté, on ne sait pas quel fournisseur, combien de codes, etc. Mais on lance les demandes de subvention en fonction justement de ce qui va être retourné, du niveau de subvention auquel on aura droit. On verra ce qu'on décide un peu plus tard. Je rappelle qu'on a droit au maximum à 80% de subventions et que les subventions sont calculées sur la demande initiale qu'on fait au maximum de ce que c'est demandé. Là, pour la région, je crois que c'est 50% du montant de la dépense. Donc, on demande sur la base des devis que l'on connaît, qui paraissent réalistes, et dans le cadre du dimensionnement du projet le plus important, de manière à pouvoir toucher l'enveloppe la plus importante possible. Si d'aventure on réalise un projet plus petit, on aura le même pourcentage sur le montant plus petit. Mais on part sur un montant raisonnable pour le dimensionnement du projet pour pouvoir permettre à la région de caler un niveau de subvention qui peut correspondre au projet. Voilà, voilà. Donc, du coup, le projet tel qu'il est demandé là, pour l'instant, c'est un projet sur un montant de 47 838 € avec un taux de subvention de 50%. Voilà. Alors après, il y a 20% qui sera demandé au département. Pour l'instant, on est à 30% pour nous. Alors, on est en train de regarder si on n'est pas capable de solliciter les subventions. Pour l'instant, donc, le plus important, c'est de pouvoir dépenser la région. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Entre les deux tableaux, il y a des montants différents. Le premier, il y a 47 000, qui te dit, et ensuite, il y a deux à 30. C'est dur. Ça, c'est dur. C'est bon? Je veux juste signaler que le SAP, je par contre, pour mettre. Oui, Ouais. on y compte bien. Le VNSAG va financer l'opération de 10 000 €. Parce que, à hauteur de 10 000 €. Alors, ceux qui n'ont pas suivi, et dans le SAP. Bon, on m'a dit 10 000. Oui. Parce que j'ai des sources assez proches. Oui. Alors, ta source, Et ta source, c'est combien? Minimum, mais bon, après, Par contre, 7 000, il peut. voilà, moi c'est ce que Christine m'avait dit au départ, et après, Oui, genre, c'est du bruit aussi. on m'a redonné 10 000. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand le syndicat d'initiative a été dissous pour cause d'absorption dans la métropole, on a créé une association qui s'appelle ANIMSAP, qui a repris un certain nombre des activités qui étaient gérées en direct par le syndicat d'initiative, notamment les marchés, des choses comme ça. Et comme tout ça est en train d'évoluer et que cette association va être arrêtée, il reste on va dire, un fonds associatif qui avait pour vocation à être utilisé en priorité sur un fonds un objectif de nature touristique. Donc, une des possibilités qu'a cette association de contribuer à ce projet. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a d'autres questions, observations? On est bon? Mais ça vous voit? Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Alors, la suivante, demande de subvention région et DETR pour la réfection du mur le long de la RD. Alors, c'est le mur en pierre qui a du fruit, comme on dit, c'est en gros qui penche, qui est en du molar, là, juste
juste au niveau de chez Cotable. Juste en dessous de chez Cotable, à droite, un gros mur en pierre. Donc ce mur, on a beau avoir transféré la route, les ouvrages, tout ce qu'on veut, apparemment la métro va s'en occuper. Donc du coup, ça reste un ouvrage communal. Alors l'explication, c'est probablement que le terrain au-dessus doit appartenir à la commune et qu'il tient les terres de la commune. Enfin, à mon avis, chemin. Ce chemin, il y a un espèce de faux chemin. Donc, je pense que c'est pour ça que la métropole considère que c'est un ouvrage communal. Bon, à mon avis, ça a surtout été fait quand la route a été agrandie et je ne suis pas du tout sûr que dans la réalité, ça soit communal. Mais en attendant, la métropole ne veut pas s'en occuper, l'ouvrage menace de s'effondrer, donc il y a un moment, il faut s'en occuper. Donc on a fait faire des devis qui sont de montants toujours assez variables. Et en tout cas, le but de cette délibération, c'est d'aller chercher quelques outils pour permettre de réaliser ces travaux. L'objectif pour nous, ça serait de faire les travaux au plus tard en 2021. Donc pour l'instant, on a un montant hors taxe de 41 000 € sur un des devis. Donc l'idée, c'est d'aller chercher l'aide de la région et de l'État par la DETR éventuellement. Voilà. Donc l'objectif de cette délibération, c'est que vous m'autorisiez à faire les demandes de subvention pour ce projet. Vous avez des questions là-dessus? Donc, du coup, probablement, par contre, la métropole posera des quilles un jour pour écarter un peu le trafic. On est bon là-dessus? Je peux mettre la voix? C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Tarif pour le règlement des droits de passage 2019-2020, c'est les droits de passage de l'Alpin. C'est Anne qui nous présente ça. Oui, alors donc à la fin, vous avez voté la condition des droits de passage, on n'avait pas indiqué les montants parce que vous devez les ajuster en fonction de différentes contraintes. Donc on a fini par se mettre d'accord sur le calcul qui est indiqué dans le tableau que vous avez sous les yeux, qui comprend donc un tarif pour un terrain qui a un pylône, une gare, un abri, un survol de câblemètre et une surface déboisée avec table. Donc en fait, les tarifs sont fixés. Après, ça nous permet en fait de revoir chaque convention en appliquant ce tarif en fonction du terrain et d'avoir du coup des droits en fait, qui sont homogènes d'un propriétaire à l'autre, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, à partir de ce vote, chaque convention, chaque propriétaire sera rencontré avec cette nouvelle convention et le montant qui sont associés. C'est bon pour tout le monde? Voilà, on essaye de mettre une règle parce qu'il n'y en avait pas et on essaye de clarifier la situation parce que c'était incompréhensible et illogique. Et puis s'il y a des évolutions, on n'aurait pas su sur quoi s'appuyer. Et d'autre part, la trésorerie nous faisait le reproche en gros de verser des sommes non justifiées, non argumentées à certains et pas à d'autres. Ça avait une tête, donc on a fait ce travail pour essayer de clarifier la situation. S'il n'y a pas d'observation, oui, non. Je suppose que vous avez fait la simulation sur ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas trop d'écart. Donc, il n'y a pas d'écart significatif. Ah, c'est ça. Oui, l'idée c'est c'est de ne léser personne dans cette affaire. Pour faire, voilà, pour trouver la règle. Voilà. 5 paramètres, 5 équations. Voilà. François? C'est un peu la même question, c'est pour savoir, vous allez voir quel propriétaire va y gagner. C'est très. C'est vraiment des trucs. C'est vraiment très peu. La différence, elle est vraiment minime. On a fait en sorte que, voilà, avec ces règles-là, pour finir, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de super gagnant. Voilà. Vous avez harmonisé tout. Voilà, on a harmonisé parce que les conventions n'étaient pas les mêmes. Un propriétaire à l'autre, avec le temps, les choses ont été modifiées. En plus, la règle, si tu veux, par rapport au terrain et au mètre, par exemple, le survol du câble, n'était pas la même. Ce n'était pas juste. Et la trésorerie principale, en plus, on a fait remarquer en disant
ans, mais quelle est la valeur d'une convention qui a été signée, qui est encore en francs, certaines d'ailleurs, par rapport à d'autres. Donc en fait, voilà, le travail qui a été fait, c'est vraiment une harmonie de tous les grands messages qui soient les mêmes pour nos propriétaires. Et est-ce qu'il faut savoir ce que ça représente annuellement, du coup, l'ensemble des conventions, La la somme totale? Je pense que Florian doit le savoir. J'ai pas le excuse-moi, j'ai pas le tableau sous les yeux. Oh, le tableau, j'ai là, moi. Tu dois avoir Je crois qu'on était autour de 3000. Voilà. Moi, j'avais 2700 en tête, mais c'est moi qui. Tableau. De mémoire, hein, après. Je prends la colonne droite. Quel faudrait en faire ça. Bon, Alors, on va pas en fait on va pas sur le tableau. Ah, pas sur le tableau. On va faire la somme. Ça somme de qui, ça? et fais-le dire. La somme de la colonne. Tu surlignes La colonne 10. Voilà, La somme de celle-là, la ouais. colonne 10. non, juste la colonne. Ah ouais, mais c'est bon. Mais non, je ne peux pas, Pascal. C'est peut-être une modification déjà. Oui, tu as raison. Je suis bête. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Parce que j'ai en tête, après, je Bon. On va voilà. C'est bon pour tout le monde là-dessus? On y va comme ça? On passe au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à Anne pour une de ces fameuses décisions modificatives. On fera le numéro 5. Alors, donc là, c'est de nouveau une régularité comptable. Donc, en fait, on a demandé aux SDIS trop d'argent. Il s'agit en fait d'annuler ce titre et il sera remplacé par un autre dont on aura les montants plus justes en fait pour ce qui est du fuel. On leur demande. Ce qui fait prélever du fuel dans une cuve. Ouais. En fait, on a une cuve, vous savez, sur dans le petit abri au-dessus de la fibre et sous tous les siphons, il y a des cuves Côté qui des permettent de remplir à la fois les véhicules communaux, les engins de damage de l'Alpin pour la régie municipale du SAP et du CIVOM qui est compétent aussi. Autrefois, au CIVOM, on a noté pareil le paiement de ce qu'ils doivent et le police aussi est amené à compter dans cette cuve pour éviter de faire descendre les camions. Donc, on a un cahier où on note voilà, les régularisations de ce type de consommation qui avait du retard. On est bon là-dessus? Ouais, on peut mettre au vote. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Convention avec l'Office de tourisme pour la vente de forfait de ski. Anne. Donc là, si vous vous souvenez, au conseil précédent, on vous a fait voter des tarifs, dont des tarifs réduits, qui permettaient notamment à l'Office de tourisme en fait, de vendre un certain nombre de forfaits de ski, puisqu'en fait, on leur donne ces forfaits à tarifs réduits qui puissent en vendre directement. Donc l'objet de la convention, elle est établie pour que l'Office en fait, puisse vendre directement un certain nombre de forfaits sur la station Strasbourg. Alors, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais on vend chaque année un autre forfait. Voilà. Ça nous permet à ces grenouilles éventuellement d'acheter à la fois leur ticket de bus et leur forfait. Et de monter ce qui est au sol. C'est les billets qui sont vendus en bas à Grenoble. Ouais, alors, je ne sais pas si on a ici. Je ne crois pas qu'il y en a ici. Hein. C'est ceux qui sont à Grenoble. Non, c'est voilà. C'est Grenoble. Les autres, ils sont commercialisés directement à la caisse pour monter les camions. Bon, c'est parce qu'on a beaucoup râlé en disant que la métro faisait surtout la promotion de Champs-Rousse qui n'est pas dans la métro. Alors que la seule station dans la métro, c'est qui s'appelle. Donc, ils ont la bonté de nous en acheter quelque chose. Et Sarcena aussi, et puis de leur Et les gros endroits, ils achètent tout. Donc, quand ils sont à la sinon, ah oui, sinon, à l'hôtel de Lyon. à l'hôtel de Grenoble, c'est possible d'acheter. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont Non, vendus. c'est pas vraiment. Parce que du coup, ils les vendent au tarif normal, ils achètent au tarif réduit, mais ils prennent une petite marge pour la commercialisation, ils le vendent au tarif normal. Je ne peux pas en vendre des masques. On est bon là-dessus? Ouais. On est au voit, quelqu'un est contre, s'abstient, et là je vous remercie. Nomination du représentant de la commune du SAP à la commission intercommunale, j'insiste
attention sur ce mot des impôts directs. Là, nous avons déjà bien râlé pour la communale. Donc là, il faut trouver le nom d'un représentant qui a plusieurs qualités, je crois. Il faut qu'il soit français, qu'il ait au moins 18 ans, qu'il soit jour de ses droits civils, il faut qu'il soit inscrit sur le rôle des impositions directes locales de l'EPCI, familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? On a un nom ou il y avait un volontaire? J'espère que ça tombe sur moi. C'est Laurent? C'est moi qui vais être au courant comment ça fonctionne. Bon, alors c'est Laurent qui est le petit café, qui se propose. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Non? Bon, mais ça au voit alors. Est-ce que quelqu'un est contre que ce soit Laurent? Une proposition. Oui, mais non, je fais appel à d'autres. La compétition est ouverte encore. Ah, mais nous, on peut me proposer, mais je ne suis pas sûr d'être connu quand même. Ouais, mais bon, il n'y a pas d'autres candidats en tout cas. Je mets ça en voie. Est-ce que quelqu'un est contre que ce soit Laurent? S'abstient? Bravo. Règlement intérieur pour le plan de formation des élus. Alors, en fait, c'est une obligation légale d'avoir ce plan. Donc, on a à la fois mis en place une ligne budgétaire, peu importe le montant, et je vous rappelle que ceux qui sont intéressés peuvent bénéficier de formation. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, il y en a des centaines de milliers, autant que le bon Dieu peut en venir. Il suffit de trouver, si un jour vous êtes intéressé par quelque chose, de chercher, vous trouverez, je pense. Donc il y a, c'est une ligne budgétaire qui est ouverte pour accompagner. C'est quand même en priorité, je pense sur le DIF qui est propre à chaque année. Voilà. Et après, nous, on a une toute petite ligne budgétaire qui est inscrite dans le budget pour soit compléter, soit prendre en charge les frais de déplacement de notre journée. En fait, en démarrage comme ça de nouvelle mandature pour les nouveaux élus, par an, vous avez droit à 20 heures sur le DIF. Et après, les anciens élus cumulent en fait avec le DIF que nous avons fait. Avec les employeurs, ça se passe comment? Comment? Avec les employeurs, Après, ça c'est autre chose. Donc, il peut y avoir une prise en charge de la compensation. Oui, Je n'ai pas lu quelque part. sur ton DIF aussi. En tout cas, tu as le droit à des jours de disponibilité pour prévention. 7 jours par an. Ouais, c'est dans le document que tu nous avais distribué sur les ça dépend aussi de ton taux taux d'heure. Si tu es à temps partiel, tu n'auras pas les mêmes dispositions que les autres. On va passer une histoire de temps. Ça reste possible. Voilà, donc du coup, nous, on avait l'obligation de créer la structure d'accueil à la fois budgétaire et administrative de ce règlement intérieur. On l'a bien mis en place. Vous l'avez vu dans les documents. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Voilà. Une question, moi j'ai eu l'impression en disant qu'en gros, il était obligatoire d'aller se former. Oui, c'est un peu ça. Moi j'ai lu ça comme ça en disant vous êtes obligé d'aller vous former. C'est un peu dans la charte de l'élu. C'est un peu ça, oui. Dans la charte de l'élu, c'est indiqué comme tel. Mais bon, hors d'obligation, qui va t'obliger? C'est un peu absurde, puisqu'on est élu. C'est un mandat, c'est pas une nomination, c'est un mandat. C'est un peu compliqué. Voilà. Maintenant, ça reste possible. Si quelqu'un veut le faire, c'est possible. Oui, c'est ça. Voilà. Si quelqu'un a une idée, on essaiera de faire en sorte que ça puisse aboutir. Après, il n'y a pas à dire à tout le monde qu'il faut être pris ces formations. Voilà. Tu peux aussi avoir des formations infra, directement ici à la mairie, sans te déplacer. Après, ça, on
Ce qu'on peut faire aussi de temps en temps, c'est faire, on pourrait faire avant un conseil, faire venir un intervenant ou je ne sais pas quoi, pour le budget ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il faut faire aussi des trucs comme ça si on a le courage. Voilà. On est bon là-dessus? Vous êtes ça au voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est la constitution d'une régie d'avance. Juste pour dire que ça va couper sûrement dans 5 minutes pour prévenir les gens qui suivent en ligne. Alors, il va falloir changer de lien. La régie m'informe que probablement nous allons être coupés. C'est une probabilité à ce stade. Donc, c'est la procédure. Après, on va un peu dans l'inconnu. Donc, normalement, on devrait envoyer un lien avec une nouvelle réunion via le blog. Voilà. On ne peut pas bien faire mieux pour l'instant. Alors, nous, on continue avec l'acte constitutif de la régie d'avance. Alors, la régie d'avance, en fait, c'est, je vous fais court, c'est ce qui permettrait à la commune d'avoir une carte bleue. Parce que un des drames, c'est qu'on n'a pas de caisse, pas d'argent, on n'a rien pour payer. Donc, à chaque fois, quand on a des dépannages à faire, c'est soit les services, soit les élus qui font un chèque personnel et après, on est obligé de revenir au conseil pour faire valider, etc. Et c'est un petit peu lourd et un peu pénible pour les gens qui font des avances, voire qui sont l'avance, qui ne sont pas remboursés parce que c'est compliqué de se faire rembourser des Robins que finalement, voilà, encaisser le truc. Donc, ça serait quand même une activité de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, il y a des achats qui sont en ligne, on peut bénéficier de prix qui sont plus intéressants, des choses. Donc, l'idée, ça serait de mettre en place cette régie d'avance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, vous avez compris qu'effectivement, une régie, à chaque fois, c'est un régisseur. Pour ceux qui n'ont pas tout fait l'étude, mais c'est le même système pour celui qui régit les remontées mécaniques, qui régit le camping, qui régit le photocopieur aujourd'hui. Et pas le photocopieur, il y a des petites recettes comme ça. À chaque fois, on crée une régie avec un régisseur adjoint qui s'engage personnellement sur leur responsabilité sur la gestion des fonds qu'ils opèrent, qui doivent contracter des assurances. Ça, c'est tout une petite mécanique simple. Donc, c'est toujours intérêt et inconvénient de créer des régies. Bon, là, on a jugé que par exemple, ça devenait vraiment lourd de ne pas être capable dans une commune de pouvoir effectuer par soi-même une dépense. Donc, c'est pour ça qu'on propose ça. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? En tout, si j'ai bien compris, c'est Florian qui aura cette régisseuse. C'est-à-dire que la carte, elle sera à son nom, donc quand tu auras des dépenses à faire. Non, mais le nom, c'est le régisseur qui est responsable comptablement. Si dans cette caisse, on déclare qu'il y a eu des recettes et des dépenses et à la fin, on retrouve 100 €, s'il manque 100 €, c'est elle qui les sort de sa poche. C'est ça, en gros, le principe. Du coup, la carte, c'est. Est-ce que ça veut dire que s'il y a un achat qui doit être fait par un autre, Parfois, on a sur les dépenses à faire. En fait, la carte, elle n'est pas. Oui, on n'a pas tous une carte illimitée. D'accord. Voilà. On est bon là-dessus? On met ça en voix. Si quelqu'un est contre, s'abstient, je vous remercie. Bibliothèque, adhésion à la maison de la poésie. Je passe la parole à Laurie. C'est le renouvellement annuel de l'adhésion. C'est le renouvellement annuel de l'adhésion à la maison de la poésie. On n'a rien dessus. C'est 30 € de mémoire, Florian. 50. Voilà. Et ça nous permet d'avoir des subventions sur l'accueil des auteurs. Si on arrive à accueillir un auteur ou une auteure en 2021, ça complète en fait toute la démarche de l'association Le Sapé en Poésie menée par Jean-Pierre Desbois. Et on est un des rares villages de l'Isère de mémoire à avoir obtenu le label village en poésie. On
est bon là-dessus, des questions? Non? Classique, on met ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Toujours Laurie pour le règlement de la bibliothèque. On avait parlé l'autre fois, on essaie de conclure là-dessus. Donc, on l'a modifié selon les indications du dernier conseil. Donc, vous l'avez tous lu. Donc, on peut préciser que c'est l'article qui concerne les enfants. C'est l'article 6 qui concerne les... Non, c'est pour moi. C'est pas le 6. C'est-à-dire qu'on... Si c'est le 6. 4, oui. Ça a changé. Ça a changé. Qui concerne les enfants. Pour rappel, la bibliothèque n'est pas une garderie. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Voilà, donc suite à la discussion de la dernière fois, ce qu'on dit, c'est que les enfants de moins de 11 ans peuvent continuer à accéder seuls à la bibliothèque, à condition que les parents aient explicitement autorisé dans le formulaire d'adhésion et qu'on ait leur téléphone portable au cas où il y ait un problème et qu'ils s'engagent à nous donner le bon numéro pour être sûr qu'on puisse les attraper s'il y avait besoin. Voilà. C'est suite au débat qu'on avait eu la dernière fois qu'on est arrivé à mettre en terre ce chapitre-là. Je ne sais pas si ça convient à tout le monde. C'est bon? C'était la modif qui était concernée. Si c'est bon, on la met au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Convention de fonctionnement et d'objectifs avec la Saperlicopette. Alors, c'est correct, c'est moi. Monsieur le maire, pour l'Assemblée. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué. Je fais le résumé quand même pour que tout le monde comprenne. La Saperlicopette, jusqu'à présent, le principe était le suivant. Les communes, alors, tous les mots peuvent être discutés, mais je vous fais court pour comprendre. En gros, la commune du Sapé en Chartreuse fournissait ce qu'ils appellent les charges subjectives, c'est-à-dire en gros le chauffage, l'électricité, l'eau, le nettoyage, les bâtiments, enfin, la totalité finalement de la structure et de ce qui est consommé en termes de fluide qui était mis à disposition de la Saperlicopette, c'est-à-dire de l'association. Ça correspond à un budget de mémoire de 55 000 € à peu près, et ce sont des dépenses faites par la commune pour soutenir l'activité de la garderie. Depuis à peu près 5 ans, on a essayé de faire en sorte que ces charges soient partagées équitablement au prorata de ce que consomme chacune des communes de Sarcenat et du Sapé sur les heures passées par les enfants dans la garderie, puisque ce n'était pas normal que les sapéiards contribuent à chauffer, éclairer et fournissent autres services sans aucune contrepartie à Sarcenat. Donc du coup, petit à petit, on a trouvé des solutions plus ou moins efficaces pour arriver à rééquilibrer sur ces dépenses de 55 €. Sachant que Sarcenat consomme quand même 25% des heures de l'halte garderie. Donc, on a trouvé une solution qui visait à garder une partie de la subvention qui est allouée par la CAF, sur laquelle on déduisait la part de Sarcenat, et Sarcenat compensait directement à la Saperlicopette ce morceau-là. Donc, on a bien avancé avec la nouvelle équipe de Sarcenat, on a réussi à bien avancer pour faire prendre en compte cette problématique. Là-dessus, les gestionnaires de l'association nous ont alertés sur le fait qu'ils n'arrivaient plus à équilibrer leur budget, plein de raisons, notamment qu'ils ont perdu les emplois aidés il y a quelques années, toute une série de petits événements qui font qu'ils arrivent plus difficilement qu'avant à équilibrer ce budget, et donc ils demandent aux deux communes, en gros, une subvention de fonctionnement.
Et enfin, suite au départ de leur directeur, auquel ils ont souhaité verser une prime de départ, nous ne demandons pas pourquoi, puisque c'est eux qui ont décidé, sans nous demander notre avis, leur fonds associatif a fondu. Plus j'imagine aussi les problèmes de trésorerie qui ont fait que ça coupe le temps. Et donc ils se retrouvent avec un fonds associatif qui est aujourd'hui notoirement insuffisant par rapport à la réalité de leurs besoins. Donc c'est à peu près dans cet état-là qui se présente devant nous aujourd'hui, avec des conventions qui doivent être retravaillées. Alors on va vous proposer les conventions dans l'état où elles sont. Probablement elles seront encore amenées à évoluer dans le temps, parce que ce n'est pas une affaire figée, cette affaire. Mais en gros, le principe, déjà, c'est que nous, communes, on ne peut pas rentrer dans un système de subvention acquise définitivement pour garantir que les comptes soient équilibrés. Nous, chaque année, on nous demande si on peut verser une subvention. On étudie dans le cadre de notre budget et de nos capacités et de l'intérêt que pèse l'objectif de l'association, si on est capable ou pas de verser un volume de subvention complémentaire. Voilà. Alors, c'est une petite difficulté parce qu'il y en a qui pensent que c'est automatique et dû forcément de payer ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et on a des contraintes budgétaires qui sont particulièrement complexes et qui font qu'on est obligé de rentrer dans un certain nombre de choses raisonnables. Voilà le résumé pour l'instant. Donc, du coup, les conventions elles ont été retravaillées. Je ne sais pas, Jean-Yves, si tu veux compléter. Bon, je pense que les communes et puis l'association sont d'accord sur la convention de 2020 et sur la convention de mise à disposition des locaux, qui permettent justement de régler la répartition des charges entre Sarcenan et SAPEC pour les charges supplétives. C'est des conventions tripartites, donc ça amène quand même beaucoup plus de transparence dans les relations entre les communes et l'association. Et quant à la convention 2021-2024, il faudra la revoir avec l'association pour clarifier certains points, notamment le fait qu'on ne peut pas s'engager sur 4 ou 5 ans au niveau des subventions de monde. Oui, sachant que l'objectif ce soir, c'est de signer la convention, de signer de manière rapide une première convention, ce qui va permettre de débloquer des versements, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable, dans le cadre de ce qu'on a comme document, de faire des versements par l'ATP à l'association. Donc, il faut que ce soit en vote la convention pour permettre au moins de débloquer, même si elle est insatisfaisante sur certains points, il faut qu'on la vote, parce que si elle est bloquée, derrière, on ne sera pas capable de voter un premier train de subventions qui leur permettront de boucler l'année. On est bon là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? On parle de la 2020. La 2020. Il faudrait débloquer notamment la subvention de la 4. Sur la convention 2021-2024, on a fait une rédaction en fait, sur laquelle nous, au niveau de l'équipe qui a travaillé dessus, on était d'accord, mais l'association a refait des modifications sur lesquelles on n'est pas franchement d'accord, parce qu'en fait, ça entérine le fait de prendre en charge en fait, un déficit de fonctionnement qui serait récurrent sur les 4 prochaines années. Donc là-dessus, on avait proposé un système qui était chaque année, il nous présente le budget pour l'année suivante, et à partir de ce budget, en fait, on décide collectivement, sous la forme d'un conseil, de donner une subvention. Or là, ce qui nous est proposé, c'est plutôt en fait, d'entériner un déficit qui devient en fait, structurel, et sur lequel nous, on se pose la question, puisqu'on dit, effectivement, il y a peut-être des recettes, des dépenses, des recettes en moins, mais en même temps, eux aussi peuvent peut-être faire quelque chose sur l'aspect recette. Donc voilà, donc là-dessus, pour l'instant, nous, on n'est pas trop d'accord sur les modifications qui ont été faites par l'association la semaine dernière. Nous, on propose de ne pas voter la 2021-2021 ou de voter celle qu'on a écrite en même temps. Pas celle qui a été modifiée par l'association.
Alors l'urgence, c'est celle de 2020. Voilà. Il y a deux communes que Sarcena et Sapel, ça fait pas 100%. Ouais, il y en a d'autres. Et alors, oui, voilà. En fait, C'est en fait, c'est typiquement le genre de truc, peut-être il y a forcément des gens de Saint-Pierre, de Coran, par exemple, qui trouvent davantage à mettre au point là. Après, on ne peut pas lever un truc où on s'aperçoit qu'en fait, on a un Coran C qui vient chez nous, à qui on demanderait de payer 300 €, et puis peut-être on va s'apercevoir qu'on a 10 à payer à Coran, et là, on va se reprendre un retour de flamme derrière. On est en train de regarder la qualité des échanges. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a quelques cas particuliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence, quand tu vois dans le tableau, là, quand tu additionnes Sapel et Sarcena, il y a 3 €. Ils sont pris jusqu'à maintenant en charge par Sapel. Donc l'idée, ça va être de nouveau de répartir cette somme entre Sarcena et Sapel. Oui, parce qu'il y a des gens au quai qui mettent leurs enfants au Sapel. Mais je ne voudrais pas nous. C'est bon? On commence par celle de 2020, je vous propose. Donc, on met la convention 2020 au voie. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Donc là, on peut rouvrir 2 minutes le débat, si vous voulez, pour celle 2021-2024. Bon, déjà, il n'y a pas d'urgence à voter, celle-là. Donc, on peut se permettre éventuellement de la rediscuter. On peut faire attendre que les parties se mettent d'accord. Alors, la difficulté, c'est qu'à ce jeu-là, c'est là où on en était avec 2020, c'est-à-dire, nous, on va proposer un truc, Sarcena n'est plus d'accord, la crèche n'est pas d'accord, donc nous, on remodifie, et après, on va prévoir 2021, toujours en train de discuter, parce que voilà, c'est ça la difficulté, quoi. Et nous, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté, je vous alerte juste sur le fait que, en fait, voilà, on se trouve dans cette situation. C'est d'accord qu'il ne faut pas que ça aille jusqu'à 2021, ça dynamique, qu'elle n'est pas la même, puisque là, il y a ça discute et c'est positif. Si on donne encore un mois et qu'on descend pour la vote, là, ça me va bien, ça peut être. Donc, on fait comme ça. Ça va à tout le monde? Allez. Donc, on annule ce point de l'ordre du jour et on se donne plus de temps avec les bons interlocuteurs pour aboutir à un bonheur. Le point suivant, convention de mise à disposition des locaux de la Sapel européenne. La troisième, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est juste là. Non, ça c'est la convention de base. C'est la mise à jour de la convention qui existait depuis 2013 et qui a été revue et qui clarifie notamment la répartition des charges susceptibles et les conditions, quelles sont les charges qui sont prises en compte, le type pour l'électricité des loyers et la l'indexation des loyers. Ok. Et là-dessus, du coup, c'est un accord avec les. Là, apparemment, donc on a eu un accord donc de Sarcena et les gens de l'association également n'ont pas eu d'objection particulière. Donc c'est là on avance. C'est là on avance. Ok. On y va alors? C'est bon pour les questions d'observation? On me voit, quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. Désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration spécial de la LEC. Alors je vous explique. Vous aviez désigné pour être cette personne. Il se trouve que la métro l'a désigné également pour être le représentant de la métropole au sein du conseil d'administration de l'ALEC. Alors, il faut comprendre en fait l'ALEC est un conseil d'administration et dans lequel il y a essentiellement des gens de la métropole. Et ils ont créé un conseil d'administration spécial dans lequel toutes les communes qui ont qu'une voix faible, dont le Sapé en Chartreuse, peuvent envoyer un délégué. Donc j'étais le délégué du Sapé en Chartreuse dans le conseil d'administration spécial qui en fait permet d'avoir les informations et de suivre les travaux de la lettre. Et
au sein de ce comité, ce conseil d'administration spécial, ça a eu lieu cette semaine, on a eu un membre de ce comité qui représente les petites communes, entre guillemets, au sein du conseil d'administration où je siège déjà. Donc, l'idée de cette délibération, c'est de remettre en jeu mon mandat afin de permettre à l'un d'entre vous qui serait intéressé de participer au comité du conseil d'administration spécial de la LEC. Qui n'est pas délibérant, mais qui permet d'échanger avec les collègues de même nature de commune. Et je crois que ce sera par exemple le maire de Saint-Barthélemy de Séchilienne qui a dû être élu de mémoire représentant du conseil d'administration spécial au conseil d'administration où je le retrouve directement. Donc je remets en jeu mon mandat et je fais appel à d'éventuels candidats. Ben moi, je suis Sylvain, est-ce qu'il y a d'autres candidats? On met ça en voie. Est-ce que quelqu'un est contre que ce soit Sylvain? Quelqu'un s'abstient, je félicite Sylvain pour sa brillante élection. Nous sommes arrivés au terme de cet ordre du jour. Il y avait quelques questions diverses, je prends rapidement dans l'ordre. On a une question, alors c'est une question qui est ultra récurrente d'installation de yourtes sur le village. Alors, on vous rappelle que dans le cadre du PLUI, il est interdit de mettre des yourtes à peu près partout. Le seul endroit où on peut en mettre une, c'est au camping. Et au camping, je vous rappelle qu'on a mis en place un règlement qui évite en fait que des gens se mettent à habiter d'une manière permanente au camping. Donc finalement, il est possible de mettre une yourte que dans la période hors estivale, juin, juillet, août. Voilà. Donc c'était pour clarifier cette situation. Et puis voir si ça posait de problème à personne d'autoriser, parce qu'on a cette demande, la mise en place d'une yourte, parce qu'après on pourra en avoir plusieurs, sur le camping, sous réserve qu'elle ne reste pas dans la période estivale qui est réservée aux campeurs, aux visiteurs, aux touristes, etc. Voilà. C'est un emplacement payant. Ce n'est pas une location gratuite. Pourquoi tu ne veux pas la laisser pendant la période estivale? Parce qu'elle prend des emplacements et elle prend des nombres des personnes sur le quota maximum du camping. Si vous n'avez pas, on peut moins accueillir de touristes. Il faut parler plus fort. Oui. Non, ce n'est pas une yourte qui appartient à la mairie, c'est une yourte d'un particulier qui souhaite s'installer sur le camping. Alors ça prend plusieurs emplacements sur le camping, on ne maîtrise pas trop combien de personnes dedans. Et en fait, la difficulté, c'est que ça mange la capacité du camping. Du coup, après, on refuse le campeur qui arrive le soir avec son vélo. On lui dit, bah, bon, du coup, c'est pour ça que depuis quelques temps, on ne prend plus en gros, de personnes qui s'installent à l'année. Là, on en a quelques-uns là encore, mais c'est ceux qui sont arrivés avant et on n'en prend plus de nouveau. Si on prend des gens à l'année, ils doivent s'engager à partir, je ne sais plus quand c'est, mi-juin. C'est le 1er mai, quand la saison estivale est là, ils doivent quitter. Est-ce qu'on répond à la demande de ceux qui avaient fait cette demande, du coup, on les autorise pour cette journée-là, ou est-ce qu'on ouvre le truc avec les gens qui pourraient arriver? Ah, c'est ouvert. Enfin, à partir du moment, c'est pour ça que ce truc, c'est à partir du moment où n'importe qui viendrait en disant arrive au camping comme un campeur, à partir du moment où il rentre dans le règlement intérieur du camping, il s'installe. Voilà. Et la seule limite à ça, c'est la capacité du camping. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait ne plus pouvoir mettre, parce qu'il y a déjà 82 yourtes, on devrait refuser la 83e. Et en dehors de ça, c'est s'il reste trop longtemps, il y a un moment, ils tomberaient dans la période estivale où là, on leur demanderait de quitter leur emplacement. Voilà, pour la période estivale. Oui, parce que c'est forcément pour une période longue, si ça va être pour longtemps. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'eux, ils souhaiteraient, j'imagine, l'avoir le plus longtemps possible. Voilà. Vous avez dit qu'ils voulaient tester. Et là, ils peuvent signer sur ça. On donne une possibilité de le faire déjà pendant plusieurs mois. Quoi. Pour rappeler la demande initiale, elle avait en commission d'urbanisme où quelqu'un voulait installer une yourte dans son jardin. Donc là, on a commencé à regarder. En fait, c'est interdit sur tout le zonage de sauf la zone particulière du camping, les indices qui vont bien.
Donc c'est interdit par Après, c'est le problème des essais, c'est le problème des égouts, c'est le problème. Après, on rend ces problèmes-là. Mais je crois que les gens qui avaient fait la demande, ils voulaient faire leur électricité, Attendez, ils voulaient être autonomes. Hein. J'ai pas entendu. Les gens qui avaient posé cette demande-là, on a vu en commission, ils voulaient faire leur électricité, c'est-à-dire qu'ils voulaient même ils voulaient vivre en autarcie, en fait. Oui, donc là, ça devient un permis de construire, qui est inscrit comme un permis de construire. Ce n'est pas une yourte, c'est un permis de construire. Et les yourtes, ce n'est pas prévu dans le. Ah, ça pose plein de problèmes, parce que je vous rappelle qu'il y a. Si quelqu'un veut mettre une yourte pour son plaisir dans son jardin, il ne peut pas. Bah, tu sais pas. Voilà, c'est un permis. Il y a des surfaces, il y a des gens, c'est considéré réglementable et encore, C'est pas tu peux une la tente, laisser à c'est l'année, vraiment tu peux pas une mettre une habitation, caravane dans hein. ton jardin si tu la laisses 6 mois. En 6 mois, En fait, il y a plein de lois, et il y en a suffisamment, je vais t'en citer quelques-unes, pour sur l'habitat indigné. Voilà, si je fais 18 degrés dans une maison à 1 mètre de hauteur, l'habitat est indigne. Voilà. Donc déjà, une yourte, si tu n'arrives pas à garantir tes 18 degrés l'hiver, c'est bon, tu démontes. Là, il y a plein de règles sur l'assainissement, sur ci, sur ça, sur le feu, sur. C'est compliqué. Donc, du coup, les règlements n'autorisent pas d'habiter comme on veut. Voilà. Du coup, est-ce qu'ils sont intéressés, ces gens-là, pour prendre cette option? Non, c'est pas. On en discute là pour. Enfin, voilà, nous on explique le mieux qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ça. Sachant que de toute façon, aujourd'hui sur la métropole, Plus fort. la parole plus fort, tu parles à la caméra. Tu te tais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, sur la métropole, en gros, il n'y a que sur les campings, il n'y en a pas 50, il y en a 2 ou 3, et on peut éventuellement faire ce type d'expérimentation, sachant que d'une manière générale, ce n'est pas une solution, entre guillemets, recevable d'habitat aujourd'hui, en l'état des règles. Voilà. C'est bon là-dessus? Il faudra qu'on vote une modification du règlement intérieur? Non. Non. C'est déjà prévu. La période estivale est déjà définie dans le règlement intérieur. Voilà, ça rentre, c'est la réponse qu'on fait, c'est que ça peut rentrer dans le règlement intérieur, mais voilà, vous êtes là, comme je sais que c'est un sujet où on a eu pas mal de demandes, où il y a beaucoup de gens qui se posent la question, je préfère que tout le monde entende les raisonnements qu'on a pu suivre. Oui, mais alors, c'est ce qu'on dit aux gens qui veulent s'installer avec une yourte au camping. Eux, s'ils viennent hors période estivale, ils peuvent l'installer. Sauf qu'ils prennent le risque le 15 mai d'avoir la démontée. C'est payant. Voilà. Les campings, l'avantage, c'est qu'il y a des toilettes, il y a des douches, il y a un évier, c'est organisé. Voilà. Quel prix on va leur demander? C'est X emplacements, X personnes, X voitures, tout ça, ça rentre dans les tarifs. Quoi. Ni plus ni moins. Après, s'ils prennent 4 emplacements, ils paieront 4 emplacements. Je ne sais pas quelle taille ça peut être très grand, donc je ne sais pas. On est bon là-dessus? On s'était parlé de l'attribution des subventions il y a quelques temps et on veut préparer la prochaine campagne. L'idée, c'est de mettre en place un groupe de travail sur l'attribution des subventions. Donc, ceux qui sont intéressés se font connaître pour le conseil auprès de Laurie, qui mènera quelques réunions préalables à la présentation au conseil. Je pense qu'on invitera des assos, on fera quelques échanges, voilà, pour faire avancer ce sujet en amont du passage au conseil. Moi, je veux bien aussi. Moi aussi. Oui. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait inviter quelques groupes. Une fille? Il n'y a que des garçons. Hein. Il y a Stéphanie? Oui. Merci. Après, on invite des assos, de quelques groupes. On invite les présidents d'assos. Oui. Président d'assos. Oui, les présidents d'assos. Les plus importants, quoi, pour que, voilà. Et une petite. Je pense qu'on peut inviter tous les présidents d'assos. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. ACL, AEP, Movi, SFAM. Au registre, on a 90 associations, je crois. Je ne sais pas si. Non, mais toutes celles à qui on a voté des subventions en 2017. Plus fort. Toutes les associations à qui on a attribué des subventions de manière récurrente.
On disait de manière un peu arbitraire la dernière fois, puisqu'on a dit finalement on fait ça, il n'y avait pas de règle. Il y en avait une dizaine. Je pense. Partir là-dessus. C'est le président de ces associations. On va mettre ceux qui demandent des subventions. Bon, on est bon là-dessus. J'ai noté donc Stéphanie, Franck, Gilda, Sylvain. Jean-Yves, Anne. Alors, c'est bon là, j'avance. Le point suivant, c'est la fontaine. Hein, ça fait plus de 10 ans, je pense qu'elle est à sec. Plus, c'est 12 ans. 12 ans, Bardet et nous. Hein. Ouais, je pense que quand vous regardez, ça n'a jamais été fonctionnel. Donc, on se repose la question de savoir ce qu'on fait. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs idées. Alors, il y a des idées assez extrémistes qui visent à la raser. Il y en a d'autres qui visent tout simplement à la transformer en, peut-être pas en pot de fleurs, mais en un accompagnement végétal, c'est-à-dire où on enlèverait l'eau pour remplacer par de la terre pour faire construction végétale, peu importe laquelle. Et la troisième solution serait de la mettre en eau, de la remettre en eau. Voilà. Sachant que tout ça, c'est pas gratuit. Il y a plein de règles. Sachant que en principe, la première solution est impossible. Oui, mais il faut l'évoquer. Voilà. Il n'y a rien d'impossible, mais c'est très très compliqué d'enlever une œuvre d'art. Elle est classée, donc. Ça serait l'enfer. Mais comme il y en a qui en parlent, on explique que ça peut être envisagé, mais c'est excessivement compliqué. La deuxième solution, ça serait d'aménager un minimum pour mettre un certain nombre de plantes vivaces qui allieraient un petit peu cet ensemble-là. Et la troisième solution, c'est de la remettre en eau comme elle a été conçue et de venir mettre un peu d'argent là-dedans. Un peu en investissement et un peu en fonctionnement, parce que c'est forcément de l'entretien, des pompes, il y a du travail, l'arrêter l'hiver, etc., la mettre en gel, du travail, quoi. Et sachant qu'on va être obligé aussi de limite, de mettre une barrière de protection autour, parce qu'en l'état, ça fait des trous dans lesquels les gens se font mal, les enfants montent dessus, donc ça finit par poser plus de problèmes, donc on va être probablement obligé de mettre une petite barrière autour, avec des petits panneaux, pour interdire aux enfants de monter, et pour éviter que certaines personnes mettent le pied dans les trous et se fassent mal. Enfin, il y a tous ces petits problèmes qui sont en réflexion. Enfin, voilà, on fait part du sujet qui date depuis un moment, mais on va peut-être s'en occuper un jour. Voilà. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, mais... Je suis pour la remise en eau. Oui, moi aussi. La remise en eau, en même temps, toutes les fontaines du Sapé, elles ne coulent pas, c'est bizarre. Pas parce qu'elles sont coupées, souvent les fontaines. Les bassins, c'est pas les fontaines. Les bassins. Oui. Une fontaine, c'est pas de l'eau potable. Hein. Alors, les bassins, ils sont fermés l'hiver parce que ça gèle, et l'été, ils sont avec les limiteurs parce que c'est une réseau d'eau potable, et la commune paye des milliers d'euros d'eau pour arroser quelques personnes qui habitent à côté d'un bassin et qui branchent leur tuyau d'eau dessus. Forcément, il y a aussi des personnes qui aiment bien. Oui, qui passent. Mais à la fin, on peut donner des notes sur certains bassins. Voilà. Nous, on paye 7 000 € pour un bassin, par exemple. Là, je te dis tout à coup, c'est grave de faire 7 000 € chez toi. Ouais, je sais pas. Donc ça, c'est la difficulté qu'on a avec ces bassins. Moi, je suis totalement contre les essais aujourd'hui, c'est-à-dire de rendre payant. Parce qu'à une époque, ça coulait librement, c'était ce qui coule de toute façon. Donc les surverses des réservoirs coulent très régulièrement, donc c'est pas, il n'y a pas de souci d'eau en certaines périodes. Et là, ça a été refermé parce qu'il y a des arrêtés qui s'appellent qui interdisent de laisser les fontaines ouvertes. Parce qu'on a été en sécheresse énormément, à chaque fois on ferme le robinet. Donc c'est fermé parce que c'est sécheresse, c'est fermé parce que c'est l'hiver. C'est vrai qu'on ne comprend plus quand c'est ouvert ou fermé, mais on suit les règles qui nous tombent dessus. Voilà. Pour revenir sur la fontaine, est-ce qu'on sait pourquoi elle a été arrêtée d'être mise en eau? La pompe était En fait, la pompe est dans le petit cabanon qui est entre la Jacobine et l'atelier, là, sous le bassin de
En fait, l'eau était prélevée sur ce bassin. Elle était tirée sous la route, puis elle arrivait dans la cabane en bois très bien, contre la maison de l'ONF, enfin du chalet de la maison forestière, et de là repartait par un tuyau jusqu'à la fontaine. Et ça n'a pas été entretenu, ça a gelé, ça s'est pourri, et ça a été abandonné. Donc en fait, une des idées, c'est, sachant qu'on ne va même plus avoir le droit d'utiliser cette eau, c'est bien. Pourquoi? Je ne sais pas, il faut regarder. C'est de l'eau qui n'est pas potable, de toute façon, enfin, qui n'est pas contrôlée, voilà, en gros. Il faut changer la pompe, c'est tout. Oui, c'est tout. Enfin, c'est tout, vérifier que les tuyaux fonctionnent, enfin, voilà, il faut s'occuper. Oui, tout, voilà, il faut le remettre en état. Bon, c'est un coût certain. Un certain coût. Un branchement électrique, un contrat EDF. C'est toujours pareil, hein. C'est un truc qu'on prend de A à Z, il faut l'entretenir, la purger, il y a une poupe à remettre en état, vérifier les tuyaux, avoir un abonnement EDF propre. Parce que là, je ne sais pas comment ils étaient pour nul. Je ne sais pas du tout. Moi, je n'ai jamais vu, enfin si, j'ai vu fonctionner, parce que quand Caracas s'est fait installer, puis nous à l'école, on avait travaillé un peu dessus, mais après. Donc, tout ça, c'est des mystères, quoi. Alors, je sais que la mairie doit l'entretien du bassin contre ce droit d'eau à Gilbert, par exemple. Parce que le bassin est un bassin privé. Le bassin est privé, donc on doit l'entretien, enfin, c'est ce qui a été négocié à l'époque, contre, voilà, il y a des choses comme ça. On a quand même un droit d'eau au bassin de Gilbert pour alimenter la fontaine qui avait été négociée à l'époque. Voilà. Oui. Sauf que la fontaine, elle est là-bas et. C'est loin quand même, hein. Voilà. Dans une fontaine, il y a deux solutions. Soit c'est un circuit fermé avec une eau qui est recyclée, complétée de temps en temps, et traitée et filtrée, ce qui est piscine. Voilà. Soit c'est un circuit ouvert, tel qu'on l'avait imaginé ici, en prenant de l'eau à côté, en remontant pour ramener la. L'idéal aurait été d'avoir un accès en amont avec un gravitaire et l'eau qui coule directement à la fontaine. On en est là. Mais ça, on n'a nulle part une source. Bon, enfin voilà, comme c'est toujours des débats très sensibles, voilà, on vous explique un peu la situation, on va creuser un peu les sujets, mais bon, on en était là. Le point suivant, c'est le site internet de la commune, qui est ancien. Donc, vous avez peut-être vu passer quelques infos là-dessus. Donc, on réfléchit à renouveler totalement le site internet. On est plutôt parti sur un site qui correspond à ce que vous pouvez voir sur celui de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui a été refait il n'y a pas très longtemps. Donc, vous pouvez voir comment c'est fichu. Dans la salle café à la mairie, il y a un grand poster avec plein de sujets qui pourraient être traités sur le site. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez toujours en rajouter. L'idée du site, c'est de permettre aux gens de trouver, sans appeler la mairie, sans appeler quelqu'un, le plus d'informations possible. Donc, on ne pense pas toujours à tout, mais il y a des fois, si quelqu'un a une bonne idée, il faut le dire pour qu'on puisse le mettre. Et aussi d'essayer d'automatiser certaines tâches, réservation de salles, de matériel, de tas de choses, de demandes d'urbanisme et autres qui peuvent être traitées en direct aussi. Donc, on essaye de prendre en compte le besoin comme ça. Et si vous avez une mairie qui travaille là-dessus, mais chacun peut aller gribouiller sur le panneau là, qui est dans la salle café. On est bon là-dessus? Ouais. En termes de calendrier, si vous avez un objectif. On a de grandes ambitions, mais pas d'objectif. On travaille là-dessus, on est en train de regarder pour avoir des devis pour le faire, pour récupérer des photos. Vous avez vu, on a passé des annonces parce qu'il faut savoir pas mal de photos. On essaye de voir toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Voilà. Donc après, on n'a pas arrêté une date 2021, ça serait déjà pas mal si on arrive à le sortir en 2021. Il n'y a pas d'urgence absolue, mais il y a besoin voilà, de se mettre en route pour d'ici un an ou deux, on met un site un peu amélioré. On est bon là-dessus? Situation sanitaire. Alors, je n'ai pas tout suivi ce qu'ils ont annoncé, mais ils n'ont pas annoncé grand-chose. Hein, il y en a un qui a suivi. Rien ne change, voilà, tout va bien. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est sur la région grenobloise et dans l'Isère en général, et dans la métropole en particulier, on est particulièrement touché.
je vous rappelle que ce n'était absolument pas le cas lors de la première vague. La région grenobloise, notamment, avait été quasiment pas touchée. Il n'y avait eu quasiment pas de mort, quasiment pas d'hospitalisation grave. On est dans une toute autre logique, hein, puisque l'hôpital de Grenoble, classiquement, il y a 4 morts tous les jours à l'hôpital de Grenoble en situation normale. Actuellement, on a une quinzaine de décès tous les jours post-Covid. Voilà. Donc les PFI actuellement sont déjà saturés, c'est-à-dire qu'ils tournent en 3000 USD et ils ne peuvent pas aller plus vite. Donc très bientôt, ils vont être obligés de stocker un petit peu en amont dans des morts, puis peut-être à la patinoire, le temps que tout le circuit puisse être traité correctement. Vous avez vu qu'ils commencent à transférer les malades de la région Rhône-Alpes vers d'autres régions, hein, parce que notamment l'hôpital de Saint-Étienne est saturé, à Lyon c'est saturé, à Grenoble ils arrivent au taquet. Donc, les quelques semaines qui sont devant nous vont être très difficiles pour les soignants. Vous avez vu que tout le monde connaît des gens qui sont positifs, y compris les SAP. On a, comme partout, le taux de positivité est de l'ordre de 20% en retour sur les tests qui sont faits. Ça veut dire que sur 100 tests qui sont faits au SAP, il y a 20 personnes testées positives. Voilà. Donc il y en a énormément. Toutes ne sont pas archi raisonnables. Il y a des personnes qui continuent à travailler, qui ne se déclarent pas, qui on a tout, voilà. Sachant que les tests sont toujours très longs, c'est-à-dire qu'on reste sur des délais de plusieurs jours. C'est à peu près 48 heures en ce moment pour avoir des résultats. Ce qui veut dire que quand les gens ont des symptômes ou sont cas contact une fois, 2 fois, 3 fois, ils vont se faire tester. Donc là, il n'y a plus assez de tests, le labo met 2-3 jours à tester, ça devient un peu compliqué. Donc il faut continuer à rester extrêmement prudent sur tout ce qu'on peut faire, parce que c'est maintenant que ça va se jouer pour voir si la situation dégénère ou pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Rien de particulier à faire sur le village. Non, je trouve que ça ne se passe pas trop mal. Moi, j'ai chopé plusieurs personnes au tennis, au machin, au bidule, qui Il y en a un petit peu. Il y en a, ouais, qui n'ont pas tout à fait compris. On a encore pas mal de. Les promeneurs, c'est un peu. Ouais, il y a pas mal de promeneurs. Donc, ça a organisé pas mal à Saint-Hénard et ailleurs. Mais voilà. Alors, je vais voir si j'ai les derniers chiffres. Alors, en Isère, au 10 novembre, on a 1000 personnes hospitalisées au Covid en Isère, 127 en réa. C'est au 10 novembre, les chiffres que je vous donne. Par exemple, mardi dernier, c'est-à-dire c'était quoi le mardi? Le 10, c'était. Oui. Le 3. Le 1er novembre. Ouais. On passait de 115 à 127 personnes. En Isère, 400 décès, 94 de plus en une semaine. Voilà. 450 personnes supplémentaires hospitalisées. Bah oui, ça monte relativement fort. Hein. Cyril, qui est confié à Mélan, et il dit tous les soirs, ils ont à peu près 8 personnes sur le secteur. Je pense que ça couvre le secteur de la caserne de Mélan jusqu'à Coran, et je trouve ça va de côté de Mélan. Ils font parfois 8 sorties pour des personnes de toute famille, quoi, qui transfèrent en oxygénation en urgence. Donc c'est relativement sérieux, quoi, avec voilà, quand même des dessins un peu partout. Voilà ce que je pouvais vous dire. Arceau. On avait d'autres questions diverses, ouais. Alors Arceau, ouais, donc du coup j'ai eu l'info comme quoi les Arceaux, 1 il en restait, 2 il fallait si possible les faire poser avant la fin de l'année, et que c'était gratos si on dépêchait. Donc du coup je crois que François et Sylvain se sont... On a gardé les emplacements et il vient lundi pour... c'est Colas qui va les mettre. Voilà. Il vient lundi, la métro vient lundi pour... je vous montrerai les emplacements. Je vais voir avec Cyril aussi pour si ça ne passe pas pour la neige. En principe, non. D'après ce qu'on a vu. Oui, c'est eux qui posent. C'est eux qui posent, oui. Et c'est fou, des emplacements. Tu ne devais pas faire une enquête ou Il y avait eu une photo en fonction, il y en aurait 4-5 là devant.
droite de la Cherbox, 4-5 également, sur le parking. Vers la galerie de Chartreuse, 4-5. Quand on va sur la galerie de Chartreuse, il y a une petite palissade, la demande de palissade. Vers la Jacobine. Alors ça, je ne sais pas si c'est à la fin ou pas. Je n'ai pas regardé encore. Bon, Je regarderai demain. La Jacobine, 4-5 également. Et sur le parking de la Jacobine, en cheval, la cabane où on est donc là-bas, ils ont une utilité, on verra bien. L'idée, c'est de les poser et un jour, on les déplacera. Et puis on verra après. Le choix de. Oui, ça correspond un peu au choix des habitants. Donc demain, on va regarder avec Cyril. Je vais voir avec Cyril, service technique, si c'est bon pour le déneigement. Et lundi, eh ben, le gars de la métro monte et puis finalise. Alors ensuite, il y avait faire un retour sur la réunion qu'il y a eu sur la sécurisation de la départementale. Alors du coup, on a eu une réunion en mairie à laquelle a participé et Alexandre Brun, qui a participé du collectif des habitants qui s'occupe de ce problème. Il y a le vice-président de la métro, la Sylvain Laval, en charge des voiries, qui est monté, et 2 personnes des services spécialisés dans ce type de projet qui sont montés pour lancer un peu la réflexion de la métro, côté service, un peu projet comme ça, pour voir ce qui était possible de faire. Donc on a échangé là sur ce qu'ils appellent le châssis doux, c'est-à-dire le principe de la monovoie. Donc, a priori, il n'y a rien qui potentiellement empêche de le faire, mais il faut qu'ils réfléchissent un petit peu, c'est bien normal, à la question. Probablement, on ne va rien faire de toute façon, puisque l'hiver arrive là. L'idée sera peut-être de faire un essai sous forme de peinture au printemps, pour faire un petit test. Alors, sous réserve que d'autres paramètres, style le débit de voiture, n'est pas trop augmenté, parce que ce n'est pas un truc qui marche s'il y a trop de débit de voiture, évidemment. Mais a priori, ça semble coller. On a échangé sur tout ça. On en est là pour l'instant. Il y a autre chose? C'est faire une expérimentation au printemps. Oui, j'étais d'accord. Ouais, une expérimentation au printemps sur le principe de la voie unique, avec les deux grosses pistes cyclables de chaque côté. On n'entend pas. On n'entend pas. L'idée, c'est une voie unique avec 2 grosses pistes cyclables et piétons de chaque côté. Ils veulent faire une expérimentation sur un bout de route pour voir ce que ça donne. Sachant que l'investissement, c'est en gros de la peinture au sol, donc ça va pas chercher. Et ça sera à quel niveau sur la route? C'est une bonne question. Ça peut être des avis, ça peut être du début à la fin. C'est trop. Après, les questions qui se posent, c'est quelques exemples, ça peut être le virage du Moulard. Est-ce que ça marche de mettre face à face les voitures dans une épingle comme ça ou pas? Voilà. Mais c'est toutes ces questions-là qui doivent être regardées. Et ils sont partis pour faire une enquête d'abord. Voilà. C'est pas si simple que ça. D'accord, il y a une action déjà dessus. On avait dit qu'on lançait un peu le truc, puis on lance, on va voir où ça nous amène. C'est pas. Je crois qu'ils ont dit qu'au janvier, tu vois, quelque chose. Oui, regarder, relever les compteurs, faire un petit tour déjà de un petit schéma de principe, voir ce qui peut nous dire un peu là. On sait que c'est une question, il y a 2-3 endroits comme ça, on regarde. Une voiture qui a remarqué le roi. C'est les sœurs. C'est la remorque là. Oui, il y en a eu un land là. Un land avec la remorque qui est descendue chez les sœurs. Ouais. Il y a les panneaux aussi qui vont être faits par des panneaux qui vont être faits par les aides de CM2 avec la bonne fabrique. Les panneaux, école. On a déjà travaillé sur des modèles. Et là, avec la bonne fabrique, qui ont une subvention du parc, et puis nous, on la complétera, on va faire des panneaux en dur. Qui permettent d'utiliser les machines, de montrer aux enfants comment ça marche. C'est bien. Là, c'est la demande du collectif. Il y en avait eu à une époque. Oui. Il y avait un panneau, il a disparu. On a d'autres sujets?
Pour info, les arbres morts de l'arboretum seront replantés le 8 décembre. Les arbres morts de l'arboretum. Ils seront changés. Avec les mêmes espèces ou Oui, les mêmes espèces, mais des arbres plus gros, plus âgés, plus grands, donc qui partiront plus vite. Et c'est les paysagistes qui les avaient installés qui prend ça en Non, charge, ou c'est un autre. C'est une autre pépinière et un autre paysagiste. Est-ce qu'on Et sait c'est le en- nom de la pépinière, juste par curiosité, quoi. Pardon? Est-ce qu'on sait le nom de la pépinière ou le paysagiste par curiosité? Oui. D'accord, je me demanderais. Et c'est en lien avec la LPO. La LPO qui a réaménagé la mare. c'est financé par la LPO? Non. Non, non. C'est accompagné par les. C'est accompagné par la LPO qui, justement, veut travailler aussi sur la haie, voudra travailler à terme sur la haie qui se trouve entre l'aire de pique-nique et puis le champ de Gilbert derrière. Voilà, et puis voir un petit peu, essayer de faire comment. La LPO, ils sont plus dans les cages pour les animaux, pour travailler justement sur les bordures, quoi, sur les passages, Sur la démarche pédagogique et aussi informatique. pour oiseaux et autres. On a pas mal de gens de la LPO, pour ceux qui savent faire, la présidente de la LPO Isère avec juste la mouvance en dessous, elle était sur le marché au sapé, c'est quelqu'un qu'on voit très souvent. Qui est-ce qui finance du coup la replantation? Le mécène. Ils vont être remplacés gracieusement. Pardon? Ils vont être remplacés gracieusement. Nous, mairie, ça ne nous coûte rien. Voilà. Dernière info, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, concernant le traditionnel repas des anciens. D'habitude, en mois de décembre, le CCAS invite les personnes âgées à un repas annuel. Cette année, il est ajourné. Et le CCAS a proposé 2 options à nos aînés. Soit un bon cadeau d'une valeur de 30 € à dépenser dans les restaurants du village, soit le traditionnel colis. Donc tout ça est en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. Ok. On est bon? J'avais une dernière remarque qui était est-ce que ce serait possible de signer, pas forcément tous, mais certains des messages qui sont postés sur le blog, puisque je pense que ça serait intéressant pour les habitants de savoir qui s'adresse à eux. Alors, soit nominativement, quand on poste les messages du maire, tu signes en tant que maire, mais des fois, on ne sait pas qui nous parle, et je pense que ça peut être intéressant même pour les habitants de savoir quel élu leur parle. Est-ce que c'est des agents de la commune ou des élus qui alors, peut-être pas pour tous les messages, mais pour certains, je pense que c'est pertinent de faire ça pour les après, il faut le sentir. Non, c'est vrai, pour qu'ils sachent après vers qui se retourner. Autre chose? C'est bon? On a fait le tour. Alors, on va s'arrêter là. Merci à tous. Moi, je remercie la régie, Floriane, qui a réussi. Alors, je ne sais pas si elle a réussi, on verra. Si, elle a l'air de hocher. Alors, il faut savoir que ça a été fait quand même plus que dans un délai extrêmement réduit. On est désolé si vous ne nous avez pas entendu correctement parce qu'on n'est pas des acteurs professionnels habitués de la caméra comme certains du théâtre et d'autres. Ou d'autres, mais en tout cas, bon, j'espère que ça a marché, que ceux qui pouvaient suivre qui voulaient suivre ont pu le faire, et puis ceux qui auront la curiosité de regarder la bande, si c'est audible, pourront le faire. Enfin, on a fait le mieux qu'on pouvait, et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, et je vous remercie, et on s'en arrête là. C'est